la grosse maladresse. Oh, au, au, au. Puis l'autre, là. Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Je sais. À chaque nouvel épisode que je poste depuis le mois d'août dernier, donc pratiquement 1 an, je vous dis, ah oui, je vais recommencer à poster plus d'épisodes. Et vous attendez 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et là, waouh! Un épisode. Et là, je vous dis, ah, je vais poster plus d'épisodes. Et ça recommence comme ça. Écoutez, je compte réellement commencer à poster plus d'épisodes, mais j'ai eu beaucoup de problèmes personnels et j'ai aussi eu des problèmes qui m'ont fait que j'ai de la difficulté à me trouver des nouveaux invités. Ou je me fais choquer par d'autres invités, ou bref, en tout cas, bref. C'est une longue histoire, mais je suis en ce moment en train de penser à une évolution du podcast où je garderai ce podcast-ci, j'en posterai moins, mais j'aurai un deuxième podcast on the side où, dans le fond, je sortirai un podcast par 2 semaines, mais comme un sur celui-ci puis un sur l'autre. C'est encore un projet. L'autre podcast va être beaucoup plus centré que celui-ci. Là. Il va avoir un thème vraiment clair, net et précis. Ceux qui me connaissent sans doute probablement déjà. Bref, c'est ça. C'était juste la petite intro que je voulais faire. Je devrais sûrement revenir là-dessus très bientôt. Mais là, j'ai assez fait poireauter mon invité avec une intro qui dure vraiment beaucoup trop longtemps. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Ben, écoutez, on enregistre cet épisode-là en plein moment de la Fierté Gay Montréal. Et donc, quoi de mieux que de parler de la fierté gay? Mais de la fierté, pas de la fierté gay, mais de la fierté. Pas le fait d'être fier d'être gay, mais de l'événement, la fierté. Le Ça fait du sens. Festival de la fierté. Exactement. Mon invité m'arrache les mots de la bouche. Et donc, parlant de mon invité, on va lui poser la question qui tue. T'es qui, toi? Salut, moi c'est Charlie Rain et non le nom que j'aurais donné auparavant sur n'importe quel épisode dans lequel j'aurais apparu. Euh, Moi, je me rappelle euh, aucun autre nom que tu aurais pu donner auparavant. Je ne sais pas de quoi tu parles. Jusqu'à preuve du contraire, t'as raison. Mais ne me montrez pas vos preuves du contraire, s'il vous plaît. Bref, bonjour, moi c'est Charlie Rain. Puis aujourd'hui, on va parler de la fierté. Euh, Oui, de la fierté. Et écoute, tu me dis que tu avais préparé 3 beaux petits points. Euh, ouais, je dois dire que, au cas où vous ne le sauriez pas, je suis gay. Je suis un suceux de pénis. Euh, ça paraît. mais je. Ah, bronche. Attends, je suis censé être insulté ou pas, là? Attends, je suis Es-tu homophobe fier? si je me sens insulté? Ouf! Hey, non, mais c'est-tu parce que j'ai une grosse bouche, hein? Non, c'est parce qu'elle est en forme de pénis. Euh, ma bouche est... Ma bouche est en forme bien normale. Sauf que, t'as-tu remarqué que quand je parle, on dirait que ma bouche va comme un peu comme sur le côté, genre? Oui, C'est t'es un petit weird. peu Jean Chrétien, là. Ouais. J'espère que ça ne s'empirera pas en vieillissant. Parce que, bref, en tout cas, j'ai déjà divagué du sujet principal. C'est mon record en même pas 10 minutes. Bref, donc, oui, ce que je disais, c'est que je suis gay, mais tu te connais un petit peu plus que moi par rapport à la fierté, par rapport à s'investir aussi dans la communauté LGBTQIA+. Ben, dans le fond, c'est ça. On a couvert ça un petit peu là, dans quelques épisodes de podcast précédents, mais moi, ça va faire là, bientôt 10 ans que je suis professionnellement gay à Montréal. Euh, donc, je suis impliqué là, dans le milieu communautaire queer montréalais. Puis, à travers là, mon expérience là, dans les organismes communautaires queer dans lesquels je m'implique, ben, j'ai eu là, euh, plusieurs épopées à travers le Festival de fierté. Ben, ça m'a donné beaucoup là, en apprendre sur ben, tu sais, non seulement le contexte historique de où est-ce que la fierté vient ici pour nous,
Parce que souvent, quand on pense à l'histoire de la fierté, on pense en fait à ce qui s'est passé aux États-Unis, mais on n'a pas vraiment beaucoup de références sur ce qui se passe au Canada. Stonewall, ce qui s'est passé aux États-Unis. En effet, Stonewall, donc les meurtres en 1969 à New York, qui a je m'en vraiment je m'en allais qu'est-ce faire. qui a Tu sais, dans le film qu'ils ont fait là-dessus, là, ils ont montré que c'était un petit twink blanc là, qui a parti ça. Là. Hey, je suis tellement fier de lui. sacrément. Mais ça aurait pu être pire, tu sais. J'ai été tenté de dire: «Ah, ce qui s'est passé aux États-Unis, oui, 9/11», mais 9/11 puis la mais fierté, même combat. ouf, hem Puis c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, je vous propose en fait qu'on passe à travers un petit historique de d'où vient justement le mouvement de la fierté au Québec, mais spécifiquement à Montréal. Ben, Pour après ça, en fait, là, parler de la forme que ça a aujourd'hui, les points positifs que ça a, puis surtout les critiques du mouvement communautaire face en fait au Festival de la fierté. excellent. Puis je vais être honnête, le côté historique, je vais être honnête parce que je sais vraiment pas trop d'où ça vient, la fierté Montréal, pour être honnête. Je sais pas comment ça a commencé, je sais pas le pourquoi, où, quand, comment, pourquoi, mais où est donc Carniard, là? Oui, non, mais honnêtement, comme faut vraiment pas trop s'en vouloir là-dessus parce que moi non plus, là, j'avais absolument aucun référent de où est-ce que la lutte, genre québécoise, est vraiment commencée. Parce qu'encore une fois, tu sais, tous les référents que j'avais sur les débuts de la fierté, c'est des choses que j'avais vues à la télévision, des choses que j'avais vues dans les films. Puis toutes ces choses-là, en fait, c'est des médias qui sont venus en fait des États-Unis. Fait que tout, tu sais, j'en avais appris sur Stonewall une bonne dizaine d'années avant même que j'apprenne en fait, toutes les manifestations, puis ce qui a donné naissance au mouvement ici. Quoique, c'est important de dire que euh, il- peu importe, en fait, toutes les origines plus précises au Québec, tout ce qui s'est passé, en fait, à Stonewall a vraiment aussi été comme une étincelle qui a fait propager un feu de rage là, qui s'est installé ici aussi au Québec. Puis c'est ça aussi comme ces choses-là ont informé, en fait, toutes les actions qui ont été prises. Fait Fait que que bref, ça nous a un peu inspiré, entre parenthèses. ben, tu sais, à quelque part, on a vu que d'autres membres de notre communauté mettaient leurs limites puis étaient comme, hey, wow, c'est assez. J'ai fini de me faire pousser. Puis, ben, ça nous a inspiré, en fait, à mettre nos propres limites aussi, genre. À ce que nous autres, on fasse. Nous aussi! Exactement. Euh, Je m'en allais crier puis, Me Too, mais ça, c'est un autre mouvement. c'est un autre mouvement qui a quelques relations avec la communauté, mais c'est Non, un autre podcast. c'est ça. Euh, fait que, c'est ça. Donc, commençons avec l'historique, en fait, là, de où c'est que ça vient la fierté. Puis là, David, je t'invite à poser des questions. Je t'invite à être ouvert au fait que j'ai pas les réponses non plus. Euh, mais Il mangeait quoi le samedi soir? Mais tu sais, là, en fait, je vais vous présenter une petite ligne du temps. Faut d'abord savoir que, comme, là, je vous montre vraiment que des highlights, là, et c'est pas une histoire complète. Puis si jamais vous voulez en apprendre sur l'histoire complète de la lutte, je vous invite à vous tourner vers un organisme communautaire ici à Montréal qui est vraiment super cool, qui sont les Archives gays du Québec, qui cataloguent en fait là, tous les mouvements communautaires, les manifestations, toutes les avancées des droits de la lutte de la communauté LGBTQ+, au Québec depuis le temps que ça se donne. Fait que si jamais vous voulez plus d'informations, tournez-vous vers quelqu'un qui fait de l'histoire pour vrai. On Moi, s'entend on s'entend que tu vas brosser un tableau puis pas donner un cours d'université de 300 heures, là, tu sais. je vais brosser un tableau et je ne suis pas Van Gogh. T'es-tu Picasso, Euh, par exemple? tu vas voir que je vais picasser ça. Donc, on commence en 1969. 1969 qui, non seulement est nice, c'est l'année du 69, mais c'est aussi en fait l'année où s'est donné justement les émeutes de Stonewall.
à New York, où il y a eu beaucoup de brutalités policières et qui se sont faites lors de la descente dans le bar sur Manhattan. Euh, puis, donc, qui a inspiré en fait des manifestations, puis une vraie là, révolution en fait là, Puis des droits gays aux États-Unis. quand on parle beaucoup de violence dans la descente, on parle de la violence des policiers envers les membres de la communauté Oui, LGBTQIA+. oui, la naissance de la fierté à travers pas mal l'Amérique du Nord, là, puis dans le monde aussi, est vraiment ancrée à travers un historique de brutalité policière. Puis c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans notre histoire ici. Euh, D'ailleurs, en 1969, c'est pas mal là où est-ce qu'on peut mettre le point de départ pour notre ligne du temps, ici. Oh. Parce qu'en 1969, il y a eu une loi qui a donc officialisé, en très gros guillemets, la décriminalisation de l'homosexualité au Canada. C'est là où est-ce que Pierre Elliott Trudeau, le père de Justin Trudeau, a fameusement dit que l'homosexualité, c'était pas un problème, ça le dérangeait pas tant que ça restait dans la chambre. Accoucher. Euh, Dans la chambre à coucher, exactement. Puis c'était définitivement quelque chose qui avait été remarqué comme étant très progressiste dans le temps. Puis moi-même, j'ai appris ça dans mes cours en travail social, là, comme quoi, genre, ah mon Dieu, c'était très progressiste d'avoir dit ça, jusqu'à ce que tu entendes l'autre partie de la quote qui dit que la citation complète, c'est que ça dérange pas tant que c'est dans la chambre à coucher, mais il faut pas que ce soit en public. Parce qu'en public, c'est une autre affaire. Ah, OK. Euh, Moi, je Dans connaissais ce pas cette temps-là, partie-là. ben c'est ça, ben, c'est parce que tu sais, le gouvernement se vante bien juste de la partie qui vend bien aujourd'hui, là. Euh, Pour vrai? Puis, dans le temps, tu sais, on imaginait que, bon, les relations homosexuelles, c'était bon, c'était correct dans la chambre à coucher, mais même encore là, c'était correct dans la chambre à coucher. Puis, on imaginait vraiment que c'était deux hommes blancs. Ils ne pouvaient pas avoir plus que deux personnes. Ils ne pouvaient absolument pas quitter la chambre à coucher. Puis, c'était une situation qui est fait une compréhension de la communauté gay qui était tellement ancrée en fait face à l'homosexualité que euh, les personnes transgenres étaient même pas incluses dans la conversation ou même dans l'imaginaire à ce moment-là. Puis j'imagine qu'il fallait qu'il y en ait un qui soit l'homme puis l'autre la femme, là. Ben, c'est un imaginaire en fait qui a vraiment marqué en fait la manière dont la communauté gay a été abordée pendant Mhm. plusieurs longtemps. De façon Euh, hétéronormative, là. Ben, c'est ça. C'est que le cadre, en fait, homosexuel est toujours vraiment envisagé en fait, qui est toujours vu à travers une lunette qui est très hétéronormative. Ce qui veut dire que comme, euh, tu, On tente tout d'expliquer ce qui fait, l'homosexualité avec la vision hétérosexuelle de la vie, ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Fait qu'on tente d'expliquer l'homosexualité à travers les yeux d'une vision hétérosexuelle de la chose, ce qui fait que ça ne peut pas vraiment s'expliquer de cette façon-là à la base. Fait que déjà à la non, ben, c'est base, ça. ça part biaisé. Non, c'est ça. Tu comparais comme des fruits puis des légumes, puis tu t'étonnais de voir une tomate, tu sais. Fait que, en tout cas, euh, fait que ça a été vraiment comme le début, en fait, là, de la ligne, de l'histoire, en fait, au Canada. Euh, là, je suis sur des lignes. Bon, il y a eu des manifestations qui ont été comme faites en lien avec Stonewall à travers les années, un soutien en fait à nos comparses américains. Euh, Puis, il y a eu éventuellement là, beaucoup là, de cas de brutalité policière, puis aussi juste comme d'arrestation pour des grossières indécences, puis des choses comme ça à travers le temps. Euh, Jusqu'à ce qu'on tombe au bar, le Trucks. Donc, Trucks, Truxx, qui s'est passé en fait, c'est un bar qui était ouvert, c'est un des premiers bars là, où est-ce que qui est un espace de rassemblement en fait pour la communauté queer euh, dans le village ou ce qui allait devenir le village. Euh, Ça a été une des plus grosse descente policière qui avait jamais été vue. Euh, Dans le contexte, le Trucks s'est passé suite à la crise d'octobre qu'il y a eu au Québec. Puis, c'était la plus grosse descente policière qu'il y avait eu depuis la crise d'octobre. Euh,
Wow. On parle là, ici de 220 personnes arrêtées, 143 personnes qui ont été accusées de grossière indécence et de rassemblement dans une maison de débauche. On voyait pas ça comme un bar, on légitimait pas ça du tout. C'était vraiment les policiers ne voyaient ça que comme une maison comme de débauche. Il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup de ralliements qui ont été faits par rapport, en fait, suite à ça, parce qu'il y a eu extrêmement beaucoup de brutalité policière qui s'est faite sur le moment. Puis, suite, en fait, à la revendication, puis au, à l'Association pour les droits des gays du Québec, qui était à ce moment-là comme assez proéminente dans le milieu communautaire. En fait, suite à cette mobilisation-là, c'est cette année-là qu'on a vu, en fait, la Charte québécoise des droits qui a inclus la protection contre la discrimination contre l'orientation sexuelle. Parce qu'on Euh, s'entend que descendre dans un bar puis dire vous êtes en train d'être grossièrement indécent, on va tous vous arrêter, c'est problématique, tu sais. ben oui, c'est ça. Tu sais, puis surtout que comme c'était vraiment là, une manière là, de réprimer, en fait, là, ce qui était l'expression de la communauté queer. Euh, Puis, bon, tu sais, la crise d'octobre et tout qui s'est passé en même temps était déjà aussi un gros contexte institutionnel là, par rapport à ça. Mais bon, bref. Encore une fois, allez voir une historien. Euh, Puis, c'est en 1979 qu'on voit ce qui est considéré par plusieurs personnes, mais pas tout le monde, comme étant la première édition d'une marche qui est un petit peu une marche slash parade, en fait. Euh, OK. donc, en 1979, un groupe qui s'appelait la Brigade Rose a mis en place, en fait, une marche pour souligner, en fait, le 10e anniversaire de l'émeute de Stonewall. Puis, c'est à partir de là que en fait, ces personnes-là sont rassemblées pour être visiblement queer, prendre la rue, puis euh, célébrer, en fait, le fait que comme ça faisait 10 ans on se soulevait, en fait, pour nos droits. Puis, lors de la première Pride, il y a eu 52 personnes de présentes, ce qui était révolutionnaire à ce moment-là. Euh, Souhaitable aujourd'hui, mais révolutionnaire. Euh, en tout cas, souhaitable pour les personnes qui ont de l'anxiété sociale. Ouais. Euh, ouais. Mettons que je serais peut-être plus enclin à vouloir voir la parade s'il y avait juste 52 personnes. C'est surtout que tu n'auras pas besoin d'être 3 heures sur le trottoir, ça va te prendre à peu près 5 minutes. C'est ça. La journée est vite finie, tu sais. Oui, exactement. Hem, Puis, là, on enchaîne avec un petit bond dans le temps. Puis, d'ailleurs, en fait, là, petite anecdote là, que j'ai appris à travers là, comme, on va dire, mon dépoussièrement d'historique. Le village gay a commencé, en fait, a reçu son nom de village gay de Montréal en 1984, quand un homme d'affaires gay, Bernard Rousseau, a ouvert Oui. le cinéma du village qui diffusait des films porno. Hem, heu et c'est là, en fait, qu'on a commencé à l'appeler le village. Et ça a commencé à grossir tranquillement, pas vite, pour devenir un endroit de rencontre pour la communauté LGBTQ+. Oui, oui, je pense que ça a commencé à grossir tranquillement pas vite. C'est exactement ce qui s'est passé au cinéma du village. Hem, En même temps que ça grossissait dans nos bobettes, ça grossissait dans la rue. en effet. Aujourd'hui, Ah! donc le village, ça prend là vraiment comme presque, en fait, on dit un quartier, c'est pas mal un grand bout de rue là, mais c'est ça. Ouais, Donc on arrive, encore une fois, en déboulant dans le temps, au Sex Garage, la descente policière du Sex Garage. Donc le Sex Garage qui était également un bar, où est-ce que qui est aussi un lieu de rassemblement queer. Puis, le Sex Garage, le 15 juillet 1990, c'est là qu'on a, en fait, eu droit à ce qui est maintenant nommé comme étant le Stonewall montréalais. Donc, le Sex Garage, c'est un bar, puis qui, en fait, là, cette soirée-là, puis de ce que je comprends, régulièrement, avait des parties after hours dans des lofts au-dessus du bar. Puis, dans le fond,
le 15 juillet, aux petites heures du matin, je pense vers 2-3 heures du matin, la police est débarquée dans un loft dans le party. Puis le raisonnement de la police a vraiment changé plusieurs fois dans les jours qui ont suivi sur leur justification de pourquoi est-ce qu'ils se sont pointés. Des fois, ils disaient des plaintes de bruit, des fois, c'était soupçon de vente illégale de boissons alcoolisées ou du travail du sexe, ou même que l'organisateur du party avait lui-même appelé la police. En tout cas, L'histoire a changé au fil des semaines. l'histoire a Voyons. changé, puis je suis pas mal sûr que c'est juste parce que comme la vraie raison, c'était pour nous critiquer dehors. Ben, la vraie raison, c'est parce qu'il y avait des gays là, puis on voulait les crisser de wow, c'est ça. Donc la police est débarquée dans le party, a fait évacuer 400 personnes du loft qui ont été poussées dans la rue, où est-ce que plusieurs agents de police les attendaient avec des matraques sans aucun signe d'identification. Puis la foule était confuse, insultée, certes, mais était quand même très calme jusqu'à ce que les policiers les provoquent avec des gestes puis des propos homophobes. Puis les 400 personnes ont commencé à s'enfuir pendant que la brutalité policière a commencé. Beaucoup de personnes ont été brutalement battues. Puis 9 personnes ont été arrêtées à ce moment-là. Ça a été vraiment très marquant. Hem, Apparemment que ça a puis été très, très, très violent aussi, là, comme oui, ben, ça c'était violent, mais ça c'était en fait que l'élément déclencheur. Le vrai Stonewall, je te dirais, a commencé moins de 24 heures plus tard. Hem, la première manif, en fait, pour se plaindre du sexe garage était arrivée en fait là, le soir même. Donc OK. le soir même là, la première manif là, il y a eu plein de gens queer qui se sont rassemblés au coin de ce qu'on appelle aujourd'hui Atatéken puis Sainte-Catherine, là où ce que le Saint-Hubert pour les autres. Hem, hem, c'est ça, ils Aujourd'hui, sont on y rassemblés. sert une autre sorte de poulet. Mon Dieu. Excusez. C'est correct. Les manifestants, en fait, ont négocié avec la police, ont dressé une liste de revendications, puis l'ont donnée au chef de la police. Entre autres, on demandait beaucoup de choses, là, mais on demandait surtout la libération, en fait, de la dernière personne qui était encore incarcérée après avoir été arrêtée la même nuit, là, en fait, la même journée. Oui. Puis, surtout, en fait, une enquête sur la brutalité policière qui avait été occasionnée lors de cette descente-là. Puis, le lendemain, sans attendre de résultat, 250 personnes ont été occupées le devant du poste de police où est-ce que les agents responsables de la brutalité policière travaillaient. Puis, ayant les manifestants à leur porte, la police a répondu de manière extrêmement violente. Il y a eu plusieurs, arrestations, presque 50. Hem, Plusieurs hospitalisations, puis on parle de blessures vraiment sévères qui ont été faites. Hem, Puis, c'était en fait, là, vraiment, en fait, c'est un événement qui était très documenté parce que vu que c'était une manifestation qui avait été vraiment comme organisée pour être en avant du poste de police, il y avait plusieurs médias qui étaient là pour documenter le processus. Puis un moment qui avait été vraiment marquant, en fait, lors de ce moment-là, c'est que les manifestants, même alors que la brutalité policière se donnait, restaient vraiment pacifiques face à la violence. Puis, la police, en fait, ne faisait qu'escalader le conflit puis aller de plus en plus violemment. Puis c'est en fait ce qu'on reconnaît aujourd'hui comme étant le Stonewall montréalais. Puis en Hem, fait, la preuve que c'était pas la communauté qui était problématique était là grâce aux médias aussi, on va se le dire, là. oui, puis, il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup de revendications qui ont été faites, puis de mobilisations qui ont été faites suite, en fait, à cet événement-là. Puis, c'est en fait, pourquoi, c'est l'événement, en fait, qui a marqué le pourquoi est-ce que notre fierté ici à Montréal se passe pas en juin,
bien qu'on reconnaisse en fait là, le fait que tu sais, le mois international de la fierté, c'est le mois de juin. Nous, on fête notre fierté à Montréal dans les premières semaines d'août, parce que c'était à ce moment-là que les manifestations puis les revendications en l'honneur du sexe garage se donnaient. Tu sais, autant on y va avec le Pride international, mais pour ce qui est de notre fierté à nous, on va la fêter avec notre historique. Oui, puis je pense que c'est important en fait de garder en fait notre lutte ancrée dans nos origines. Puis de garder ce qui fait du sens pour nous. En même temps, je dis ça, puis toi puis moi, comme on n'est pas super au courant en tout cas, on n'était pas super au courant de cette historique-là. Puis, tu sais, moi-même, là, j'ai eu un bon moment, une bonne dizaine d'années où ce que je me demandais: «Mais pourquoi est-ce qu'on la fête en nous?» Hem, en Ben, fait, je dis ça, je me suis posé la question jusqu'à tout récemment, en fait. ben, c'est ça, tu sais. Puis je pense que comme, il y a eu, ça c'est quelque chose qui est réel, là, pour beaucoup de personnes, de la communauté de LGBTQIA+ au Québec, mais on a beaucoup de dissociation, en fait, face à notre lien à l'histoire queer. Puis ça, bon, il y a une partie de ça qui est, entre autres, liée au fait que, ben, il y a eu la crise du sida qui a enlevé beaucoup, beaucoup de nos membres et de nos Oui. aînés. Mais il y a d'autres raisons aussi, comme le fait que peut-être, dirais-je, que la fierté telle qu'elle est aujourd'hui donne pas un aussi grand espace à l'histoire du combat qu'elle Mmh, pourrait. mais ben, non, elle donne beaucoup trop d'espace à beaucoup d'autres choses plus inutiles, selon moi. Mais ça, Et on c'est en mon parlera. avis. Ça, c'est mon avis de personne blasée. Heu, Oui, mais mais puis oui. l'affaire aussi, tu sais, quand on y pense, là, c'est arrivé en 1990, là. C'est Mmh. il y a pas si longtemps que ça, là. Non, c'est vraiment pas si longtemps que ça, là. Ça fait même pas 35 ans, là. Mais c'est ça, puis tu sais, des fois, je vois comme puis là, je veux pas chialer sur la jeune génération de gays puis de Mmh. la communauté queer, tout ça, mais tu sais, des fois, je vois des jeunes qui ont tendance à penser que, les personnes de ma génération l'ont eu tout aussi facile qu'eux. Ben, pas tout aussi je dis pas qu'ils l'ont facile aujourd'hui, mais je dis que c'est pas mal plus facile aujourd'hui que ça l'était avant. Tu comprends ce que je veux dire? Mmh. Ben, il y a plus Puis de place pour nous qu'il y en avait avant, définitivement. Puis des fois, je les regarde, puis d'assumer que comme puis je suis comme: «Attends là, attends, pense-y là, il y a jusqu'à il y a 30 ans là, il y avait encore des descentes puis du monde qui se faisait arrêter juste parce qu'il était gay», tu sais? Mmh mh. Puis, tu sais, puis il y avait des hétéros qui allaient dans le village à l'époque. Pourquoi? Pour péter la gueule à des gays, là. Puis Mmh. la police, elle faisait quoi? Ben rien. Puis tu sais, je pense que comme il y a une partie en fait de cette, je sais pas, de cette incompréhension-là de, tu sais, de se dire que, ah, ben, tu sais, dans le temps, ça existait plus. Je pense que ça fait partie un petit peu du narratif, en fait, de la police, mais aussi de juste, en général, comme l'hétéronormativité en général, de dire que comme, ah, mais tu sais, on justifiait que la descente du sexe garage, c'était pas à cause qu'il était gay, c'était parce qu'il y avait du travail du sexe, c'était parce que c'était comme d'autres On choses, puis on essaie de tu dissimuler toujours ça. 1000 excuses pour represser quelqu'un, tu sais? Mmh. Puis comme l'histoire a été réécrite plusieurs fois depuis, là. Mais ça, on est bon là-dessus, réécrire l'histoire. Mais tu sais, en même temps, je vais y aller sans nommer de nom puis sans dire quoi que ce Mmh. soit. Tu sais, il y a quand même quelques mois, c'est arrivé où que une gang d'hétéros est venue dans le village pour péter des gueules, puis c'est tombé sur l'ami d'une de mes connaissances, genre. La personne s'est Mmh. ramassée à l'hôpital, puis tout ça, mais les médias en ont pas parlé. C'est comme on veut pas que ça existe. Fait que comme, tu sais, puis, tu sais, l'affaire, c'est que la personne en question a voulu porter plainte avec la police, puis il s'est fait dire, ben, on peut pas prouver que c'est de l'homophobie, tu sais, peut-être que tu les as provoqués, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé, tu peux pas prouver que c'était des gens homophobes, genre. Mmh. Puis comme ce fardeau de la preuve-là est vraiment très intense parce que comme faut maintenant, aujourd'hui, là, comme pour prouver que comme c'est de la discrimination, faut quasiment en fait qu'il t'ait écrit tapette sur le dos, là. Mmh. Bref, c'est C'est ça, il faut qu'il te l'ait écrit avec un couteau dans le front, tu sais. Bref. c'est très différent.
Donc, Euh, ça, c'était ma lancée sur on ben, pense que c'est mieux, mais ça ne l'est pas toujours. oui, mais tu sais, je pense que c'est important aussi de réagir là, face à cette histoire-là. Tu sais, puis c'était tout à fait normal que tu réagisses en fait au fait que ce soit vraiment récent. Là. Hmm. Tu sais, 1990, là, t'étais né, là. Ben, oui, j'étais né, effectivement. Merci de me le rappeler. C'est correct, je parle de ma naissance dans 30 secondes. Vas-y, vas-y. C'est à ton tour de naître. Oui, oui. Euh, puis après est arrivé en fait là, en fait il y a eu une grosse gravitation parce qu'au fur et à mesure que on continuait d'avoir ces revendications-là pour la libération LGBTQ, genre au Québec, au fur et à mesure, on a commencé à avoir un espace de célébration. C'est là, en fait, qu'entre vraiment plus ce qui est l'ancêtre de Fierté Montréal, avec l'arrivée de Diversité. Donc, Divers slash Cité, qui était un festival, en fait, là, qui était organisé là, vraiment de célébration, un espèce de festival de musique, festival d'art queer, de performance, puis aussi, en fait, les organisateurs de ce qu'on considère comme étant la première vraie parade, non une marche, mais une parade. La différence est vraiment très importante. Juste petite parenthèse, là, une marche, c'est politique, ça a des revendications, ça a une portée, en fait, de vouloir politiser, en fait, son droit d'être visible dans la rue. Tandis qu'une parade, c'est un moment de célébration, un moment où est-ce que On célèbre notre existence plus qu'on revendique le droit d'exister. exactement. Plumes, paillettes, musique, chien, Ou comme les queer. gens qui aiment les stéréotypes aiment dire, plume dans le cul! Je me suis fait dire très souvent. Hey, non, mais à chaque fois que quelqu'un qui est comme un petit, ne serait-ce qu'un petit peu homophobe, c'est Mhm. automatique. Dès qu'il va parler de la parade, tu vas l'entendre mentionner les plumes dans le cul. Je ne sais pas ce que Ouais. le monde a avec le problème avec des plumes dans le cul, là, mais ça a l'air de déranger bien du monde. Je sais, ma mère me le dit souvent. Donc, Diversité, qui a été mis sur pied par Quello Deir, puis Suzanne Girard, en fait, a été organisé pour la première fois en 1993, l'année de ma naissance. Euh, et donc a rassemblé plus de 5000 personnes lors de sa première édition. Puis déjà là, on parle de comme entre 1979 puis 93, on a parlé de 52 personnes qui étaient visibles à 5000. C'est déjà une très grosse augmentation. Quand même. Ouais. Hem, puis en fait, c'est grâce à, l'existence de Diversité, puis en fait à leurs revendications auprès de la ville que, maintenant, en fait, à chaque année, le village de Montréal devient piéton. C'était leur initiative qui avait commencé ça lors de leur festival, puis ça se maintient encore aujourd'hui. Diversité, en fait, devient rapidement un festival de, comme je disais, de performance, de revendication. C'est eux autres qui ont tenu la parade de la fierté pendant des années, donc de 1993 à 2006, pendant presque 15 ans. Euh, en fait, c'est eux qui menaient le bal, en fait, de tous les événements de la fierté. Et ce, jusqu'en 2006, parce qu'en 2007, Fierté Montréal, l'organisme qui organise le festival tel qu'on le connaît aujourd'hui, a été fondé et qui a repris la parade. Diversité, en fait, a continué de continuer de ses activités de festival d'art queer plus politisé jusqu'à ce que, en fait, Yale ferme ses portes en 2015. Mais yeah, Fierté a repris le flambeau. Euh, Fierté qui maintenant régulièrement accueille plus de 3 millions de personnes à chaque édition. Fierté Montréal qui rentre dans sa 17e édition cette année. Puis c'est en fait c'est l'édition qui se donne là, cette semaine là. Puis qui en fait, la Fierté Montréal aujourd'hui avant, en fait, son inception, Fierté Montréal était un festival qui durait à peu près 11 jours. Maintenant, Fierté fait pas mal des événements pendant plusieurs mois, mais
tous les mois, mais il va y avoir comme un show d'humour, peut-être en juillet, une couple de choses qui vont être organisées à travers l'année pour continuer de faire une fierté à l'année longue. Mes guillemets sont moyen gros là-dessus, je te dirais. Ouais. Mais c'est Ils ça. font des événements un peu au cours de toute l'année, mais comme on continue à focuser sur les 11 jours environ en août, là. Ouais. J'aimerais ça en fait qu'on puisse avoir un moment pour adresser là, des points positifs de la Oui, fierté. parce qu'il y a des points positifs. Il y en a plusieurs, il y a vraiment plusieurs points positifs, puis autant que j'aime ça me plaindre, j'aimerais quand même prendre le temps de souligner, en fait, toutes les belles choses, puis tout ce que fierté amène, en fait, à notre communauté, pour pouvoir, après ça, avoir le cœur léger alors que je me plains. Hem, donc, Fierté Oui, Montréal, c'est plusieurs choses, mais c'est spécifiquement un moment de rassemblement. Tu sais, comme je disais, c'est 3 millions de personnes qui se déplacent là, pour ce qui est fierté en ce moment. Puis ça, ces 3 millions de personnes-là, c'est pas juste des gens de Montréal, c'est des personnes queer de Montréal, certes, mais il y a du monde qui voyage de régions vraiment loin. Je connais des organismes communautaires là, de l'Outaouais puis du Saguenay qui se louent des bus pour descendre leurs jeunes pour venir voir de quoi ça a l'air, être puis visiblement gay. puis de plus en plus aussi, il y a des personnes qui viennent de d'autres pays pour venir voir c'est quoi, la Oui. fierté, comme de plus en plus. J'ai entendu dire, mais encore là, je connais pas les chiffres, tu Mmh. sais, mais j'ai entendu dire qu'il y avait toujours là à chaque itération de la fierté, il y a toujours de plus en plus de touristes à chaque année, genre. Oui, c'est ça, c'est un très grand moment de tourisme. Puis comme c'est une des choses que je veux dire, la ville de Montréal est capable de dire qui, tu sais, comme c'est pas mal rendu à la même stature que je dirais que les Francopholies ou le festival de jazz. Comme ben, dans la mesure où est-ce que c'est tous des festivals de musique avant d'être d'autres choses. Bref, mais comme ça attire beaucoup de gens, on a de plus en plus de gros noms d'artistes vraiment reconnus qui viennent nous voir. Cette année, Mais là, Marjo surtout fait une présentation, là. Mais là, surtout, ce que Jojo Siwa vient d'inventer, la pop gay. Fait que maintenant, on va avoir un genre musical juste à nous. Ben oui, chose qu'on n'a jamais eue avant. Puis je suis extrêmement reconnaissant de Jojo Siwa qui a lancé la première brique à Stonewall. Hem, heu, Pas boy, une chance qu'elle parle pas français. Hem, Ah, excusez. heu, Oui, donc ben oui. continuons. C'est ça, c'est un très bon moment pour le tourisme, puis c'est aussi comme ce que je dirais qui est le festival de fierté, c'est vraiment un phare. C'est un moment où est-ce que comme des gens qui vont pas nécessairement prendre le temps de s'avouer qu'ils sont queer ou prendre le temps de confronter ces sentiments-là en dedans d'eux, ça va souvent être leur porte d'entrée, tu sais, de venir voir des gens qui sont visiblement queer, de voir que les gens qui sont sur le trottoir en train de regarder la parade sont pas en train de huer les gens qui sont visiblement gays ou trans ou queer en général. C'est un moment, en fait, où est-ce que on réalise puis on internalise aussi l'acceptation de où est-ce qu'on est en société, tu sais? Ben, Puis, puis je pense aussi que, dans la même ordre de ce que tu es en train de dire, tu sais, heu, mmh on va se dire que dans la communauté LGBTQIA+, l'importance de la famille choisie, est beaucoup plus importante que dans des communautés hétéronormatives et justement, mais par contre, c'est pas tous les gens qui habitent, par exemple, en région un peu plus loin, qui ont la chance mh, d'avoir cette famille choisie-là. Puis de pouvoir mmh être dans un environnement où ils peuvent enfin fit in, ça peut être un crise de relief des fois, là. mmh. Tu sais, moi, j'en connais des gens, là, qui ont grandi à Victoriaville ou au Saguenay, puis qui ont jamais rencontré des gens spéciaux avant qu'ils viennent à Montréal, puis qu'ils voient, en fait, c'est quoi l'ampleur, en fait, de la communauté queer. Mmh. Puis c'est un très, très bon moment. Hem, oui. Non, ben, tu sais, juste donner un exemple, tu sais, j'ai de la famille qui vient de la campagne,
Puis Mhm. là, je parle pas tu sais, mais comme juste pour vous donner une idée comment des fois, puis je dis pas que les gens de la campagne sont pas intelligents, tout ça, mais comment des fois on peut ne pas nécessairement être connecté au monde. J'ai une de mes cousines, la première fois qu'elle a vu une personne noire, elle avait 12 ans, Mhm. tu sais, puis elle comprenait pas. Elle était Mhm. comme, tu sais, fait que des fois, c'est important justement de voir la différence pour comprendre puis comme être, tu sais, je fais des D'être mouvements exposé avec à mes la bras. diversité, tu sais. Merci, c'est ça. Mais c'est ça. Euh, un autre point fort, c'est que le Festival de la Fierté, c'est un moment de commémoration. Tu sais, il y a tu sais, là, j'ai fait un portrait de l'histoire, en fait, de la lutte gay queer en général Oui. euh, au Québec. Puis, il y a certains endroits au Festival de Fierté là, qui démontrent en fait une espèce de ligne du temps beaucoup plus détaillée que ce que j'ai en ce moment. Si jamais ça vous tente vous-même là, d'aller voir là, sur le site de Fierté Montréal, il y a une ligne du temps qui démontre en fait les avancées là, sociales de la communauté queer dans les 50 dernières années aussi. Puis là, je ne le bloque pas juste parce que c'est une de mes sources d'informations. J'ai fait d'autres recherches. Bref. Mais tu sais, j'imagine, tu sais, comme Euh, parce que je sais qu'il y a beaucoup de dates différentes qui sont importantes parce que, tu sais, comme la date justement où on est devenu légal, c'est pas la même date où on a commencé à avoir des droits dans la charte ben humaine. oui, C'est pas les mêmes droits où on a commencé à avoir de la protection au travail. C'est pas les mêmes dates. Tu sais, comme il y a plusieurs dates importantes qui sont arrivées au fil de l'histoire, oui, comme c'est pas arrivé toute la même journée du jour au lendemain, tu sais. ben oui. Puis c'est la légalisation du mariage gay et tout, Ah la oui, c'est vrai, possibilité. j'avais oublié qu'on avait le droit de se marier. Oui, c'est un droit. Mais Euh, ça, c'est juste parce que je suis triste. Bref, oh, continuons. puis c'est aussi comme, Ouais, tu sais, puis tu aussi peux la bien me possibilité. offer personne qui est fiancé, va chier. Oui, bref. Ouais, c'est ça. Il y a plein de choses. Oui. Je perds mes mots. Oui, un moment de commémoration, disais-je, parce que c'est aussi en fait un moment où est-ce que en fait un des moments dans l'année où il y en a d'autres qui ont été instaurés plutôt pour le mouvement trans, mais c'est aussi un moment de commémoration pour se rappeler des gens qu'on a perdus à travers l'année. Un moment de silence est fait à chaque fois, à chaque année. Généralement, quand la parade, quand le défilé en fait de la Fierté Montréal arrive à la mi-chemin, il y a toujours un moment de silence où est-ce que tous les chars, tous les personnes participants sont amenés à rester silencieux puis à lever le poing en mémoire en fait des gens qu'on a perdus. Euh, c'est aussi en fait un moment de se rappeler des fois où est-ce que, ben, on a failli se perdre nous-mêmes. C'est un moment de deuil autant pour les pertes réelles que pour le mal qu'on s'est fait nous-mêmes, puis notre détresse à nous, tu sais. Puis moi, je me rappellerai toujours, en fait, là, de chaque moment de silence que j'ai eu à marcher dans le défilé. J'ai eu la chance de marcher dans le défilé de la fierté près de 7 fois avec mon application au sein de Jeunesse Lambda. Puis à chaque fois, c'est un moment qui m'a amené aux larmes. À chaque fois, c'est un moment qui a été extrêmement puissant pour moi. Puis c'est c'est important d'avoir un moment où est-ce que non seulement tu es visiblement queer, mais tu es visiblement euh, en train d'avoir de la compassion pour tes pairs. Puis de la compassion pour ceux qui ont pas réussi parce que c'est malheureusement pas tout le monde qui réussit à s'accepter, c'est pas tout le monde qui réussit à, à, à embrasser ce qu'ils sont d'une certaine façon. Puis il y a plusieurs de ces personnes-là qu'on perd malheureusement de leurs propres mains, tu sais. Mhm. Un moment de silence pour tous les politiciens républicains qui font crasher Grindr à chaque fois qu'ils ont une convention.
Euh, euh, Oui, c'est vrai que, hey, mais ça, dernièrement, là, il y a tellement beaucoup de politiciens républicains qui se sont fait retrouver leur compte sur Grindr. Et ça, c'est tellement drôle, mais bref. ben, Ah, tu cherches, tu trouves. ouais. Bref, Bref. Ah, c'est aussi un moment, évidemment, de célébration. Tu sais, Pride, la fierté, c'est le fun. En tout cas, pour le monde extraverti, c'est vraiment le fun. Il y a beaucoup de joie. C'est un gros party. Il y a plusieurs occasions où est-ce que tu peux venir danser, perdre ton fou, vivre de l'adrénaline à plein nez. il y a Euh, des la activités pour testostérone les aussi, là. il y a des activités pour les fous et les chiens, là. Je veux dire, il y a tout, il y a plein de choses différentes. Tu as des activités pour les gay geeks, tu as des activités pour les trans fans de films d'horreur, tu as des activités pour toutes, là. Genre comme, Mhm. name it, you're gonna find the person that you're gonna be able to party with. Euh, oui. Mais la raison Puis, pour laquelle je dis ça, mais particulièrement, moi, une des choses que j'apprécie beaucoup de la fierté, c'est la journée des kiosques. J'oublie tout le mhm. temps c'est quoi le Journée vrai nom de communautaire. cette journée-là. Ben, c'est ça, c'est la journée communautaire. Oui. Euh, Moi, j'appelle euh, ça la journée des kiosques. Ben, c'est ce que c'est en Oui. pratico-pratique, là, c'est ce que c'est la journée communautaire. La journée communautaire, là, c'est un moment vraiment de visibilité vraiment très intense. Donc la journée communautaire, dans ses points forts, disons, est un moment qui se veut comme étant un endroit où est-ce que les différents organismes communautaires, queer, autant de Montréal, en fait, pas nécessairement queer, les organismes communautaires qui desservent la population queer. Oui. L'organisme n'a pas nécessairement besoin d'être LGBTQIA+ lui-même, mais tant qu'il offre des services qui s'offrent en fait, à cette population-là, sont bienvenus en fait de venir tenir un kiosque, de parler en fait avec les passants sur, les différents services qu'ils offrent, la manière dont on peut les rejoindre, de potentiellement vendre de la merch, faire de la mobilisation. Y Maintenant là, je connais, l'organisme Jury Trans mené par Céleste Trianon qui offre même là, la possibilité de faire des changements de nom et de mention de genre à son kiosque lors des journées communautaires. Puis c'est beau, c'est un signe de progrès, c'est un moment en fait là où est-ce qu'on peut voir à quel point est-ce qu'il y a de la cohésion, un mouvement social. Puis pour moi, la journée communautaire, c'est un moment, en fait, d'autant plus que la fierté, ou même, je veux dire, le défilé de la fierté, c'est un moment où est-ce que je me sens comme étant une partie d'un grand tout. Mais ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que, tu sais, oui, on retrouve des organismes comme Jeunesse Lambda, comme des Mmh. choses un peu plus axées sur l'acceptation, la communauté de groupe, tout ça, ou le combat lui-même, tu sais. Mais tu as aussi des groupes qui sont vraiment comme, tu sais, comme il y a un club de natation LGBTQIA+, Mmh. tu as une chorale LGBTQ, hey, mes lettres, ils changent à tous les fois, je le dis aujourd'hui, j'ai l'impression. Euh, une chorale, il y a même gamers là, qui font des rencontres entre Gamer, ouais. gamers à tous les mois. Fait que il y a toutes sortes de choses. Puis c'est là que, justement, en plus, c'est que non seulement on est une diversité, on fête notre diversité, mais en même temps, cette journée-là, j'ai comme l'impression qu'on fête la diversité de notre diversité. Oui, ben c'est ça, c'est que c'est ça, je pense que c'est un moment aussi qui est très, à l'encontre de l'hétéronormativité, de se dire que comme, ben, on n'est pas toutes juste un type de personne. Il y a des gens qui puis on n'est pas juste, en fait, notre expression de genre non plus, là. On n'est pas juste des gens qui sont plus masculins, plus féminins. On est là, en général, là, comme plein d'humains qui ont tous des hobbies vraiment différents. Puis c'est ça qui est cool, c'est que tu as l'opportunité, en fait, de te rassembler avec des gens qui vont vouloir faire la même chose que toi et qui vont aussi être queer comme toi, sans nécessairement que être queer soit votre premier point de contact. Exactement. Puis tu sais, c'est souvent ça que moi je trouve vraiment difficile dans les bars gays, là, de comme d'approcher quelqu'un puis faire comme Hey, t'es gay, je suis gay. Je fais quoi avec ça? Ouais, faut pas faire comme moi, là. Moi, des fois, j'ai des problèmes mentaux, là.
Moi, j'approche les gens à propos de leurs différences de façon super awkward. Puis là, je leur demande d'être mon ami, puis finalement, ça dit non. Ouais. Tu veux-tu? Puis là, je suis pas fier de moi, puis je vais probablement me faire cancel pas de dire ça, mais à un moment Correct, je l'ai dit pas. donné, je suis dans un bar, puis il y avait une personne de petite taille qui parlait des Power Rangers. Puis j'ai été voir la personne de petite taille, puis je lui ai dit, écoute, non seulement t'aimes les Power Rangers, mais t'es de petite taille, veux-tu être mon ami? La personne a dit non. Puis ça m'a pris du temps à comprendre pourquoi, mais là, j'ai fini par me dire que c'est pas comme ça que tu abordes quelqu'un pour qu'il soit ton ami. T'as passé tellement proche d'avoir quelqu'un qui connaissait les Power Rangers dans ton set. Je le sais! Oh mon Dieu. J'ai failli Peut-être trouver qu'un jour. ma famille. Bref. Mais Peut-être oui. qu'un jour tu vas t'arranger. Mais non, mais Euh, j'étais pas la personne la plus brillante à l'époque non plus, là, on va se le dire. Là. Mais bon. ouais, les choses changent pas. On va le prendre comme une insulte. OK, tu planifieras ta revanche. Puis ouais, ben c'est ça, c'est aussi un moment de visibilité que, excuse, pas pour revenir au coq après avoir fait le tour par l'ordre, Oui. mais euh, c'est aussi un moment de visibilité qui est vraiment important pour juste n'importe qui fait de l'art queer en général. C'est une bonne plateforme pour comme, bon, on s'entend au juste les grands trucs de drag queen qui ont passé sur Drag Race, n'importe quelle franchise, mais aussi comme pour les petits, en fait, les drags locales, des petits artistes queer, jeunes, marginalisés, qui n'ont jamais vraiment de plateforme pour pouvoir se proposer, sont visibles maintenant pendant ce festival-là. Puis on va au-delà du drag queenisme aussi. Là, on parle de burlesque, on parle d'humour, on parle de théâtre, de chansons, mais tout avec des artistes comme LGBTQIA+. Oui, puis variés aussi, c'est ça qui est Oui. cool. Puis finalement, je pense que comme le dernier point, en fait, que je vois qui est vraiment très positif de la fierté, c'est que c'est un espace qui est ouvert à tous. C'est pas juste pour les personnes queer, quoique c'est un espace qui est queer d'abord et que tout le monde devrait respecter que c'est queer d'abord et que c'est un espace qui est fait par et pour les personnes LGBTQ+, et que bien que les personnes cis-hétéronormatives, en fait, cis-hétérosexuelles sont bienvenues à y faire partie, et elles ne sont pas chez eux. C'est ça. Ce sont des invités dans notre maison. Exactement. Fait que si toi les souliers sur mon paillasson avant de rentrer, merci. Mais c'est un espace qui est ouvert à tous, puis c'est un espace qui, en fait, donne l'opportunité, surtout à des gens, en fait, là, qui n'ont pas nécessairement passé à travers tous leurs préjugés, de voir qu'on est tous humains, Mhm. qu'on aime tous se faire du fun, qu'on aime tout le divertissement, que c'est généralement un moment là, qui va être capable de, comme, bon, pour le monde qui aime ça se faire du fun, David. Puis, T'as vu ma face de. oui. Puis, tu sais, je pense que c'est un moment, en fait, qui est très bon pour, disons, j'allais ça dire ça, l'acceptabilité et la normalisation de notre communauté. Ouais, c'est un mot qui me donne des frissons dans le dos. Ouais, dis-moi ça me fait grincer les dents. Ouais. Hem, Ouais, je sais pas pourquoi, mais le mot normal, là, ça vient me chercher. Là. ah, same. Mais bon. Oui. Donc, selon moi, ça fait le tour de tout ce qui est bon à propos de fierté. Et maintenant, ce que la. OK, fait Et que là, j'ai maintenant, ta plusieurs idées. troisième partie. OK. Là, c'est le bout que si j'avais une queue de cheval, je le descendrais en tabarnak. Fait que là, j'ai Attends, beaucoup attends, attends. d'idées. Je ne comprends pas la référence. I'm letting my hair down and I'm mad. C'est ça que je veux Ah, dire. ok, ok. C'est là où tu Bref, vas. je vais me lâcher lousse. Je m'en allais dire, c'est Euh, là où tu vas coq-slapper la fierté. non, je pense qu'il y a déjà assez de ça à fierté, honnêtement. Première critique. Oui.
Donc, Hmm. allons-y. OK. Je vais y aller premièrement par ce qui est pas la faute à fierté. Qui dit visibilité dit homophobie et transphobie. Oui. Tu sais, je vais prendre en compte, tu sais, la dernière fois que j'ai marché dans le défilé de la parade, c'était l'année dernière, en 2023. Hem, je marchais dans la parade, je poussais, mon ami qui était en chaise roulante. Mon ami avait une pancarte qui, disait: «Donnez-moi mon X», en référence à, le marqueur de genre X sur les papiers d'identité, qu'on n'a toujours pas encore 2 ans après le jugement qui exige que le gouvernement le fasse. Hem, En fait, il y a littéralement une madame qui a débarqué du trottoir, a embarqué en avant de nous dans le défilé de la parade, puis s'est plantée en avant de la chaise roulante et a juste ri dans la face de mon ami. Puis ça, c'est vraiment pas si pire comparé au pire que tu pourrais avoir. Il y a des gens qui vont encore, faire de la violence, homophobe et transphobe, beaucoup plus Il y a, envers il les y a- personnes trans et non il- binaires. il y a des gens qui vont à la parade pour insulter, pour crier des obscénités, pour dire Oui, qu'on. Fait que autant ça nous donne de la visibilité, autant ça nous donne de l'occasion de se faire bully d'une certaine façon. ben oui. Puis il y a toujours des gens dans le village pendant la fierté qui, vont être en train de te parler d'à quel point est-ce que tu es un péché pour Dieu, à quel point est-ce que tout ton mode de vie et va te faire brûler pour une raison ou une autre. Heu, c'est un moment de visibilité, mais c'est aussi un moment qui peut être violent dans sa visibilité. Histoire Hem, vécue qui vont essayer de t'exorciser. ben, c'est ça, ils vont te cracher d'en face. C'est pour le bien de Fierté, je vais dire que c'est pas de leur faute, là, on s'entend, là, comme c'est Non, pas de la faute à Fierté, c'est pas la Fierté qui invite les homophobes, les transphobes à comme se pointer, là, mais comme c'est la réalité de la chose, puis c'est la réalité de notre existence en tant que communauté. C'est que du moment ce qu'on va être visible, on va avoir, surtout avec la montée de la droite, de plus en plus de pushback, de plus en plus de violence. oui. Puis c'est plate à dire, mais il faut parfois subir cette transphobie-là ou cette homophobie-là de la part des membres de notre propre communauté. Parce qu'il y a des membres Oui, de notre communauté qui vont être pour la fierté, mais seulement si t'es pas trans, seulement si t'es pas non-binaire, seulement si t'es mince, seulement si t'es ici. Fait que seulement même si au tu sein de blanc. notre. Oui, aussi. Donc, c'est ça aussi, ça peut être off parce que les commentaires peuvent venir des personnes qui marchent avec toi, tu sais? Oui, vraiment. Fait que ça, c'est ma première critique. Oui. Ma deuxième critique et la première qui est définitivement de la faute de Fierté Montréal, c'est une qui est en fait, c'est la critique qui est la plus, revendiquée, à travers, là, tout le milieu communautaire. En fait, c'est le fait que, Fierté Montréal est définitivement complice du pinkwashing et de rainbow. Oh, ça vient de geler. On va attendre que tu reviennes. Ça vient de geler. Tu vas-tu revenir? OK, j'ai gelé où? Oui, tu as gelé à pink. OK. Donc c'est ça, le pinkwashing et le rainbow capitalism, puis pour vous Oui, expliquer en fait ce vocabulaire-là, le pinkwashing, on parle là, en fait de l'idée de les corporations, les grosses compagnies qui sont en partenariat avec Fierté Montréal, ou avec les fiertés en fait à travers le monde, vont utiliser leurs fonds pour financer une partie de la fierté, puis à travers ça en fait là, euh, se se revêtir d'un manteau d'allié pour, s'excuser de, n'importe quelles, accusations homophobes ou transphobes qui auraient pu, contribuer à ou, expliciter là, en général, entre autres, gros, gros partenaires de Fierté Montréal, TD, la banque TD, Toronto Trust Dominion, qui est,
en fait, le plus gros sponsor, mais aussi qui est particulièrement problématique à plusieurs égards. Euh, Spécifiquement cette année, c'est une critique qui est très prévalente parce que le TD, qui est le plus grand sponsor en fait de la Fierté Montréal et finance en fait à travers en fait finance une compagnie d'armement Elbit Systems qui vend en fait des armes à l'armée israélienne directement pour contribuer au génocide palestinien. Euh, donc profite en fait du génocide et par le fait même, en fait, cet argent-là est reflé à travers Fierté Montréal qui est complice. Puis Fierté Montréal qui ne sait pas en fait qui n'a pas en fait qui ne s'est pas dissocié de TD, même après que ses critiques aient été vocalisées là, plusieurs fois à travers plusieurs mois. Et en fait qui a continué son partenariat et qui ne décrit pas en fait cette participation-là. Mais comme il y a plusieurs partenaires, en fait. Là, je nomme la TD, là, mais il y en a plusieurs autres, en fait, que TD, euh, pas TD, que Fierté, en fait, s'associe avec, qui vont être coupables je prends encore l'exemple du génocide palestinien, mais comme qui vont prendre part à ça. Donc, les compagnies comme l'Oblast Illimité avec Pharmaprix et tout, Bobli et tout, comme toutes les grosses compagnies, en fait, plusieurs compagnies en général, vont utiliser, en fait, Fierté Montréal pour euh, se donner une image d'inclusivité, de diversité, de fierté, de beauté, de fun, puis regarder qu'est-ce qu'on fait de bien en finançant ce festival de musique-là, mais sans réellement avoir d'imputabilité pour leurs actions euh, et leurs crimes, dirais-je. C'est pour se dédouaner d'une certaine façon. C'est exactement ça. Le mot dédouaner est le bon mot, puis je l'aurais dit si je m'en étais rappelé. Ben, tu sais, moi, c'est sûr que je peux pas parler de TD parce que je ne connais pas leurs tenants et aboutissants, mais je peux dire que par le passé, j'ai déjà travaillé pour des compagnies qui ont financé d'une manière ou d'une autre la fierté ou qui ont même participé à la parade avec leurs employés LGBTQIA+, mais que quand tu es au sein de cette compagnie-là et que tu vis de l'homophobie au travail ou que tu entends des commentaires ou que des clients ou des patients, pas des patients, que des clients ou des personnes font preuve Mhm. d'homophobie ou de transphobie, la compagnie ne te supporte pas et ne t'aide pas dans le processus. Mais ils sont fiers d'aller comme participer à la parade pour dire ô combien ils nous supportent. Mais c'est ça, c'est que c'est un support artificiel sans nécessairement donner un soutien réel à ses employés ou en fait à la communauté en général. C'est comment Puis, donner l'illusion du support. oui, en fait, la réalité en fait de ce capitalisme arc-en-ciel-là est une grosse raison de pourquoi est-ce que personnellement je ne remarcherai plus jamais dans le défilé de la Fierté Montréal. C'est quelque chose que je remarquais beaucoup dans les dernières années, mais que j'ai absolument été abasourdi à quel point est-ce que c'était évident l'année passée. Euh, les défilés de la Fierté de Montréal en général, euh, bon, on va avoir quelque peu des représentations d'organismes communautaires, de personnes activistes, mais c'est surtout un endroit pour les politiciens pour avoir leur sortie gay de l'année. Euh, la fierté, si tu regardais le défilé de la fierté aujourd'hui avec un bloqueur d'annonces, tu verrais pas le trois quarts. Moi, personnellement, quand je marchais avec mon organisme communautaire l'année dernière, on avait une petite pancarte et pas beaucoup d'argent pour pouvoir être visible. Puis on était entièrement enterrés par la compagnie d'assurance qui avait en arrière de nous, qui, eux, avaient des speakers, puis faisaient comme des danses, puis avec comme tous des beaux accessoires qui attiraient l'attention, puis qui enterraient nos cris de revendication. Euh, En général, le défilé de la fierté, en fait, a tellement été dépolitisé, mais surtout capitalisé, que ça a vraiment perdu son sens. Puis on est vraiment rendu tellement loin de la première marche où est-ce qu'il y avait 52 personnes qui étaient entièrement politisées, là. On est rendu à comme des milliers de personnes qui marchent sur le boulevard René Lévesque en
ne disant rien. Mais c'est une chose que je reproche beaucoup au défilé de la fierté, c'est que plus les années ont passé, plus l'importance pour justement les communautés, les organismes, les revendications ont baissé et plus la place a été donnée aux compagnies, aux machines, au capitalisme, à ceux qui vendent un produit. Puis, tu sais, je me rappelle à un moment donné, j'avais été voir un défilé et tu avais des gars sexy habillés en gladiateurs qui marchaient à côté du char d'une compagnie dont je ne me rappelle pas, tu sais. C'était probablement Trojan puis les condoms. En tout cas, je ne sais pas, mais tu avais comme, mettons, des femmes, mettons, qui faisaient comme Ah, viens prendre une photo avec moi, puis tout ça, au gars. Puis là, moi, j'étais comme Hey, viens prendre une photo avec moi. Il m'a regardé, puis il a fait non. Puis il est parti, genre. Ouais. Puis je suis comme Tu veux pas te faire photographier avec un homme, mais tu marches dans la marche du défilé, genre? Mhm. Hmm. En fait, je suis Puis, pas sûr si c'était de la grossophobie ou de l'homophobie. Tu sais, comme ça peut mais être un ou l'autre, là. dans les deux cas, tu devrais être ouvert à prendre des photos avec plusieurs personnes. Ben, c'est Euh, ça. Mais bon. puis, en fait, Je vais je être pense que honnête, comme, ça m'avait un oui, peu flatté dans le sens contraire du poil. mais ça te laisse un goût amer, tu sais. Puis je pense que comme ton anecdote en fait est tellement un très bon exemple en fait de mon prochain point qui est que la fierté en général telle qu'elle est aujourd'hui démontre une diversité qui est quand même homogène. Puis là, je dis homogène, vous me dites ou homo, mais non, c'est vraiment parce que tout a l'air pareil. D'abord et avant tout, fierté va vous donner une plateforme en fait à des hommes cis, gays, blancs qui vont être minces, potentiellement, en fait, très souvent fortunés, Musclé. musclés, puis qui vont comme être d'apparence conventionnelle au lieu de comme montrer les vraies personnes qui sont dans la vraie communauté, qui vont pas nécessairement être bons pour te faire de la publicité parce que leur face n'est pas aussi photogénique et tout, mais comme c'est la diversité qui est démontrée, qui est plateformée, qui est mise de l'avant, qui est mise au premier rang, puis qui est mise en fait surtout à l'organisation en fait de ce festival-là est vraiment pas représentatif de qui est au premier rang. J'irais même jusqu'à dire qu'il est manufacturé. Ah oui, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, parce que la diversité qui est démontrée, c'est celle qui est le plus profitable, c'est ce qui est le plus marketable, c'est ce qui est meilleur en marketing, parce que avant tout, c'est de la publicité. En fait, c'est une plateforme qui est financée par des compagnies, fait qu'ils veulent que ça rentre dans leurs standards, tu sais. Bon. Oui. Ça, il y a beaucoup, c'est un gros point de contention avec Fierté Montréal en général, parce que bon, Fierté Montréal, c'est vrai que comme à chaque année, la diversité, ça s'améliore de plus en plus. Il y a comme des avancées qui sont faites, il y a de plus en plus de place aux personnes de couleur, de plus en plus de place à des personnes qui ne sont pas juste que des hommes gays, il y a de plus en plus de place aux personnes trans, aux lesbiennes. Calisse, donner une place aux lesbiennes, ils en ont besoin. Mais comme, euh, c'est c'est vraiment, euh, ça s'améliore, mais c'est Il y avait du vraiment pas. désespoir dans ce que tu viens de dire. Donner de la place aux lesbiennes, ils en ont besoin. Non, mais le seul bar lesbien à Montréal en ce moment est dans le Myland. Ça c'est une affaire que je comprends pas pourquoi il n'y a pas de bar lesbien dans le village, hein. Il y en avait un, c'était le Drugstore, Ouais, un bar mais 3 étages avec du pool, plein d'affaires, puis il a fermé, hey, puis depuis qu'il a fermé, le building est abandonné. Ah, ils essayent de le vendre, puis ils n'ont jamais rien fait avec, puis il n'y a plus d'espace lesbien. mais sérieusement, puis en plus, genre, sérieusement, moi, je suis pas une lesbienne, là, mais moi, c'est le bar que je préférais le plus parce que, tu sais, tu avais différents types de musique, tu voulais aller sur la terrasse, tu pouvais aller jouer au pool, tu pouvais comme, tu avais de l'option, puis je trouve que les gens dans ce bar-là étaient beaucoup plus respectueux que, mettons, au stud. Personnellement, là, j'ai été au Unity, au Stock, j'ai été au Stud, j'ai été au Sky, j'ai été au Drugstore. Au Drugstore, c'est là où ce que je me suis senti le moins
viser, regarder autant bien que croche. Euh, je me suis senti le plus accepté puis normal au Ben, drugstore pour être qu'ailleurs, tu sais. idem, parce que, tu sais, on va s'entendre, je suis obèse. Puis Ouais, comme on sait, dans la communauté gay, la grossophobie est un problème. Et le drugstore, c'est la seule place où je sentais que j'avais ma place, ou que je sentais qu'on voulait pas que je calisse mon camp, genre parce que j'étais gros et laid, genre. vraiment. Puis même comme dans les bars comme le Stud où est-ce que comme c'est correct d'être gros. Mais Ça même, tente pas toujours d'être comme regardé comme un morceau de viande. En tout cas, ben, pas personnellement. c'est plate à dire, mais moi, même quand je vais au stud, je pogne pas, là, puis je me fais regarder Mm. croche, genre, je suis pas le genre de gros qu'on apprécie au stud, genre. Ah, c'est vrai, parce que si tu fais être gros, faut que tu aies au moins un petit peu de muscle ou que tu sois vraiment vieux. Ouais. Ou que t'aimes porter du cuir, ou que, tu sais, puis moi, je suis pas, moi, c'est ça, moi, je suis simple dans la vie, hein. T'es trop jeune. C'est ça. Je suis pas encore assez vieux pour être un daddy. Prends-les, je te le dirai pas souvent. Puis Euh, je vais te le dire, puis j'ai pas le Sir Sugar non plus, fait que. t'es un Splenda daddy. Moi, je dirais plus cassonade daddy, là, écoute. Tu sais ce qu'on appelait le C'est du dessert des sucre brun pauvres, parce que là? t'as juste des scènes noires. Mais tu sais, c'est quoi que moi, nous autres, on appelait ça le dessert des pauvres, là. Je sais pas si. Mais dans le fond, c'est une Tranche tranche de de... pain, Ouais, de la cassonade, puis du lait. on a été le même type de pauvre. OK. Euh, donc, Mais non, pour vrai, oui. Puis, tu sais, autant c'est commercialisé, c'est tout ça. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que ce qui est compliqué pour moi, faire personnellement par rapport à la fierté, c'est que autant qu'il y a des côtés positifs puis il y a des côtés négatifs, mhm, des fois, j'ai de la misère à faire la conciliation entre les deux. Je sais ouais, pas si tu comprends ce que je veux dire. Genre, j'ai de la ouais, misère à faire de la conciliation entre je suis fier de la fierté puis du positif que ça apporte, ou en même temps, j'ai honte de la fierté à cause de justement tous les côtés négatifs qu'on vient de te parler. Puis c'est dur des fois d'avoir cette dualité-là envers comme un événement qui est censé fêter ton appartenance, tu sais. ouais. Puis, le dernier point, en fait, la dernière critique que j'aurais adressée à Fierté, Oui. euh, c'est que c'est loin de son origine communautaire. Puis des revendications aussi que le milieu communautaire fait, en fait, et a aujourd'hui. Euh, euh, Ils sont pas j'ai, en harmonie avec ce que vous demandez dans le fond. ben, oui, ok, j'ai une anecdote, puis une- des statistiques. OK, Je vais vas-y. commencer avec les statistiques parce que c'est plus simple. Je vais donner l'exemple de la journée communautaire, la journée des kiosques Oui. de 2022. Euh, 2022, on a donc c'est 2022, je pense que ça a été la première année où est-ce que Fierté a commencé à avoir en fait que la journée communautaire soit 2 jours, donc non seulement juste le samedi, mais maintenant c'est rendu le vendredi et le samedi. Puis à travers ces 2 journées-là, euh, ben en fait, nous à Jeunesse Stand Up et à Alter Hero, on était comme hey, pour vrai, ça fait des années qu'on remarque qu'il y a de plus en plus de kiosques corporatifs, qu'on va aller se promener, puis on va voir, puis on va compter chaque kiosque, puis on va voir c'est quoi qui s'est passé. J'aimerais ça dire qu'on a demandé à Fierté c'était quoi leur statistique pour les journées communautaires pour cette année-là. Fierté Montréal a refusé de nous donner leurs données de qui ont eu des kiosques, de qui étaient des corporations, qui étaient des organismes communautaires, et a eu un manque de transparence par rapport à ça. Par contre, nous autres, surtout mon fiancé Maxime, qui est assez bon en maths pour pouvoir déterminer les pourcentages. Donc, lors des journées communautaires en 2022, il y a eu 25% qui étaient des organismes qui étaient non LGBTQ+, spécifiquement.
Donc là, on parle donc des organismes qui offrent des services à la population, mais qui ne sont pas nécessairement LGBTQ+. Donc, des organismes en VIH, en travail du sexe, en éducation à la sexualité ou des organismes jeunesse en général. Qui peuvent Les... inclure, par exemple, la communauté, là, mais Oui, c'est ça, qui offrent des services à la population LGBTQ+, mais qui ne sont pas uniquement que ça. oui. Euh, on parle de 36% d'organismes LGBTQ+, donc un petit peu plus que le tiers. OK. 9% qui étaient autres, donc des artistes, des recherches qui se passaient à ce moment-là, des syndicats, puis des personnes, incluant Céleste Trianon, qui avait comme un kiosque en son nom pour commencer à faire des changements de nom à ce moment-là. Puis, là, on tombe dans 20% qui sont de la corporation et des banques, notamment Amazon avait un kiosque lors de la journée communautaire, Home Depot, Starbucks, euh, ah oui, Publi, Trojan, si je me trompe pas, euh, puis la TD également, je pense. Ben, les condoms, je trouve ça un peu plus acceptable, là. Ben, oui, parce que c'est nécessaire, là. Ouais. Ben, c'est parce qu'on va se dire comme la liberté sexuelle, et je m'en excuse, puis je veux pas faire un stéréotype, mais la liberté sexuelle a aussi une importance dans la communauté LGBTQ et une Oui. importance que les personnes hétérosexuelles ne peuvent pas nécessairement comprendre le pourquoi du comment, mais qui vient de notre histoire, justement. Oui. Moi, je suis entièrement pour la libération sexuelle. C'est pour ça que ça me dérange pas que, tu sais, c'est normal de distribuer des condoms à Pride. C'est pas normal de donner un kiosque à la compagnie de condoms à Pride, selon moi. Euh, Ben, si elle donne des condoms. ah oui, certes. Euh, Puis, le dernier bout de pourcentage, parce que tu me diras, ah, mais Charlie, il te manque 10%. Mais oui, Oui. les derniers 10% étaient pour l'armée et le gouvernement. Donc, notamment le département de défense du Canada, l'aviation aérienne, le Air Force du Canada, Mais, ainsi que le consulat américain. mais on parle-tu du consulat américain gay? On parle-tu de Le, l'armée de l'air gay? On parle-tu de. non, juste le OK. département de la défense, l'aviation, le consulat américain. Puis Moi, certes, si c'était t'es pour des me gens mettre. gays de ces trucs. Si t'es pour me mettre un kiosque de l'armée à la journée des kiosques, better be que tes personnes de l'armée là, sont en petit kit sexy, genre. Même pas. Il était en uniforme. Puis comme, tu sais, oui, fine, des personnes qui étaient de l'armée, puis du département de la défense, du Air Force et tout, étaient des personnes queer, mais ces personnes-là étaient en train de faire du recrutement, étaient en train de parler des choses qui étaient alléchantes pour que tu te joignes à eux. Le consulat américain faisait juste parler de c'était quoi être le consulat américain, puis donnait des petits, je pense, des petits drapeaux américains arc-en-ciel. Arc. C'est Arc. pas nécessaire dans ma fierté. Euh, Puis moi, excuse-moi, mais moi, avec l'armée, je suis dans la misère, genre, comme. Moi, qu'est-ce qu'ils disent pour recruter les gens? Genre, vous avez le droit de fourrer quand gay à cette heure dans l'armée, genre? Même pas. Vous n'avez pas eu le droit de le Autrement, faire pendant, genre, 350 000 ans, puis là, depuis 1 an, vous avez le droit de fourrer, fait que venez vous enrôler, genre? Excusez. hmm, OK, là, je suis en train de péter une coche pour fuck all. non, c'est correct, c'est frustrant de parler de la fierté. Mais, ouais, non, mais c'est ça. Mais, tu sais, Autrement dit, on a 39% de la journée communautaire qui étaient des kiosques qui n'étaient pas des organismes communautaires, puis 40, c'est presque 40%, là, 40% à la journée communautaire qui n'étaient pas des organismes communautaires. Et 64% des kiosques étaient des kiosques qui ne sont ni par les personnes LGBT, ni pour les personnes LGBT. ce qui est quand même problématique. C'est insultant. Est-ce que ça s'est amélioré en 2023? Est-ce que vous avez. On n'est pas. Est-ce que ça s'est amélioré en 2023?
Le consulat américain n'est pas revenu, so déjà là, c'est un win. Mais je te dirais que on n'a pas recalculé OK. là, en 2023. Et par transparence, c'est parce qu'on était absolument désillusionnés de ce qu'on avait vu puis de ce qu'on continuait de voir. Puis ça vous tentait pas d'être découragé un peu plus, genre? Oui, je pense qu'il y a une grosse partie de notre démotivation, en fait, qui était de ne pas vouloir tourner le couteau dans le plaie. Puis surtout, en plus, que c'est l'année passée que la parade a été annulée, c'est ça, hein, la fierté, là? Oui, Puis sans raison valable, là. Mais en fait, on mais a-tu su c'était quoi la vraie raison au final? On l'a pas su, hein? C'était la faute de la la vraie police, raison, c'était de c'est la que faute des bénévoles, c'était de la faute de... il y a plusieurs raisons, là, mais entre autres, là, c'est parce que la personne qui était en charge de toute la logistique a démissionné le jour d'avant. Euh, Puis ça a mené à une chaîne de malentendus, de mauvaise communication, de personnes qui ont quitté. Il y a eu plusieurs coups de chaleur qui ont été faits aussi. Honnêtement, il y a eu une longue chaîne de catastrophes qui a mené au fait que le défilé de la fierté avait été annulé l'an passé. Mais il y a beaucoup de gens que j'ai entendu mentionner parce que certaines personnes se sont quand même rassemblées pour faire une marche. Et j'ai entendu beaucoup de gens, justement, apprécier le fait que, genre, Ouais. ça donnait l'impression d'être retourné à ce que le défilé là, ou la marche devrait être à Oui. la base, genre. Je veux juste clarifier, là, ce qui m'est arrivé, là, où ce que je poussais de mon ami qui était en chaise roulante, Oui, c'était justement à ce défilé alternatif-là et non au défilé qui était annulé. OK. Ouais, mais c'était vraiment. Moi, j'ai trouvé que comme c'était un retour à, je sais pas, à chaque fois que je vois une marche qui est pas organisée par Fierté Montréal, chaque fois que je vois dans une marche et non une parade, je réalise à quel point est-ce que la fierté est dépolitisée, à quel point est-ce qu'on n'a plus de revendications, à quel point est-ce qu'il n'y a pas de cri de rassemblement ou est-ce qu'on crie tous les slogans de revendication, est-ce qu'on est visiblement troublé, est-ce qu'on a des problèmes, on a besoin d'être dérangé, on a Hmm. besoin de troubler la paix. Puis pour se faire entendre. Pour se faire entendre, on fait pas juste troubler la paix pour le fun, quoique c'est le fun, mais en tout cas, bref. Hey, moi, le samedi soir, pour me faire plaisir, je m'en vais troubler la paix. C'est-tu de même que tu appelles ça? C'est-tu- Puis là, tu fais ça Bref, tout seul dans ta chambre avec Internet. Non, c'est pas vrai. oui. Tout ça se passe en arrière d'une porte fermée tant que c'est pas public, tu sais. Exactement. Tant que ça Bon, se passe pas au Trox. exactement. Excusez. En tout et pour tout, Oui, mon mot de la fin, là, oui. pour fierté, c'est que pour moi, il y a des moments où ce que je suis fier, que j'ai beaucoup de plaisir. Il y a des moments où ce que j'ai l'impression qu'on fait ça pour être acceptable, puis pas respecté. Mais écoute, là-dessus, on arrive, comme tu sais, à la fin du podcast parce que ben, tu as fini de parler. Euh, Excuse-moi. Mais non, mais On pour arrive vrai, à la j'ai trouvé fin ça. parce que je veux pas te laisser avec 2 heures à éditer. Non, non, non. Mais pour vrai, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis je pense que ça peut être très intéressant pour des personnes qui sont peut-être pas, qui ne baignent pas nécessairement dans ce monde-là comme toi, Mhm, ou moi-même que je baigne pas dans ce monde-là comme toi, mais toi, tu baignes pas dans ce monde-là de la même façon que moi non plus. Fait que mhm, d'avoir comme cette vision-là, peut-être, tu sais, des fois, ça peut juste amener une perspective différente à quelqu'un. Puis, des fois, avoir la perspective de d'autres personnes, au lieu de vouloir que tout le monde ait la même opinion que nous, ça fait grandir. Ça ne veut pas ouais. dire que tu es obligé d'avoir la même perspective que l'autre personne, mais de prendre le temps de l'écouter puis de la comprendre, ça fait de toi une bonne personne. Mhm. Et donc, comme tu sais, j'aime beaucoup finir mes podcasts sur un conseil/recommandation de la semaine. Donc, est-ce que tu aurais un conseil/recommandation de la semaine pour mes maladreuses? Moi, ma recommandation de la semaine, c'est de redécouvrir votre amour pour la tarte au citron. J'en ai une qui m'attend après ce podcast et j'ai vraiment hâte d'aller la manger. Wow, une tarte. Hey, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé une tarte au citron.
sais, moi aussi! Mais je l'ai vu tantôt, puis j'ai fait: «Ah, mon Dieu, c'est un signe de n'importe quel univers qu'on est». Ben, puis mais moi, c'est comme, c'est pas les tartelettes au citron, mais tu sais, les petites tartelettes Granny's, là, les tartelettes au Oui, sucre, là. Il y a ouais. quelqu'un qui en a posté sur Twitter dernièrement, là, puis là, depuis cette journée-là, j'ai un craving d'en manger, mais j'ai encore perdu mon portefeuille cette semaine, fait qu'il faut que j'attende de revoir mes cartes pour pouvoir dépenser de l'argent. Mais je pense que je vais m'acheter une boîte de Granny's puis m'aller manger genre en 2 secondes, là. Mais mon conseil slash recommandation de la semaine, ça ne sera pas nécessairement un conseil slash recommandation de la semaine. Ça va plus être un message que je veux faire passer aux personnes. Dans LGBTQIA+, le A peut vouloir dire allié. Par contre, je tiens à vous préciser que ce n'est pas vous qui décidez si vous êtes un allié ou non. Et si vous êtes capable d'avoir dans votre vie une personne homophobe, vous ne pouvez pas vous considérer comme un allié. Ah mon Dieu que c'est vrai. J'ai eu plusieurs amis de filles qui me disaient: «Ah, j'adore mon chum, il est parfait si seulement il était pas homophobe». Puis je suis comme: «Ben, il est pas parfait, fille. Il est pas Il n'est parfait». pas parfait. Puis le fait que toi, tu acceptes l'homophobie d'une autre personne et que tu es capable de donner de l'amour à cette personne-là, te rend, je m'excuse, pas une alliée. Et j'irais même jusqu'à dire, ipso facto, ça te rend homophobe parce que tu acceptes ce comportement-là d'une autre personne. Mmh. Donc, tu rends l'homophobie acceptable. Il y a quelques nuances de gris autour de ça, mais je dirais qu'en général, tu devrais toujours être capable de te tenir debout face à l'homophobie et la transphobie. Ah ouais, mais moi, tu sais, les nuances de gris. C'était pas un bon film. Il n'y avait pas assez d'homophobie dedans. Oh my God. Finissons! Bref. Et sur ce, on se revoit probablement pas la semaine prochaine. Mais on se revoit à un moment donné où je vais vous parler d'un sujet quelconque Avec quelqu'un d'autre. avec une Ou personne. moi, qui sais-je? Il y a des fortes chances que ce soit un être humain. Mais encore là, je ne peux pas vous le promettre. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Joignez-nous la semaine prochaine où est-ce que Grosse Maladresse passe replay en entrevue. Vivement la semaine prochaine. Partagez, commentez, likez, mettez 5 étoiles sur Podcast Addict. La grosse maladresse. Présentée par David Morancy. La grosse maladresse. Vous a été présenté par David Morancy. Vous a été présenté par David Morancy. Vous a été présenté par David Morancy.